notre secrétaire national depuis fin 2018. Il entend bousculer les consciences. Une ovation à Fabien Roussel. Attendez, j'ai pas parlé. Attendez la fin. Bah, quel plaisir pour moi d'être avec vous ici, en tout cas, et de me retrouver avec votre secrétaire fédéral, Pierre, et Daniel, parce qu'ils ont obtenu, je ne vais pas dire qu'ils se sont bagarrés pour que ce meeting ait lieu, ils ont dû insister un tout petit peu. On a tout de suite dit oui, parce que quand on a vu le comité de soutien qui prenait de l'ampleur chez vous et la campagne que vous meniez ici, oui, c'était important de venir ici et c'est vraiment un vrai plaisir d'être avec vous ce soir pour ce meeting de dernière ligne droite. Ah, j'aime pas dire ligne droite. Et alors, de me retrouver avec Sandrine et Emmanuel qui mènent une campagne de terrain, qui se déplacent dans les meetings nationaux et puis qui parlent de leur vécu, de cette liste. Et même si vous applaudissez beaucoup, je voudrais vraiment les saluer et saluer Yann Brossa avec eux parce que cette liste, c'est la leur et elle est belle. Elle est très belle. Oui, on est extrêmement fiers de cette liste et de la campagne, avant même de connaître le résultat. On verra dimanche soir comment on sera payé, mais en tout cas, on peut dire que beaucoup aura été fait, mais il reste encore à faire d'ici dimanche prochain, je vais y revenir. Cette élection, elle est très importante, excessivement importante, au moins aussi importante que la colère est grande dans notre pays. Et la colère, elle est très très grande dans notre pays. Elle doit s'exprimer dimanche 26 mai prochain. Il faut qu'elle s'exprime, mais pas que la colère. Il faut aussi utiliser ce moment de vote, ce bulletin de vote, pour exprimer vos attentes, vos espoirs, vos envies de changement. Et cette élection, elle doit servir à cela. Et à exprimer la colère, et à dire ses espoirs de changement. C'est pour ça que nous avons choisi de constituer cette liste et de partir à l'offensive dans cette campagne pour porter cette colère et dire nos espoirs de changement à travers des propositions concrètes, précises, que nous avons mis dans le débat tout au long de cette élection et dont je parlerai d'une partie d'entre elles. Alors, la colère, elle est grande parce que la situation en Europe et dans notre pays est quand même particulièrement difficile pour une très très grande majorité de nos concitoyens. Le Parti communiste français, j'aime à le dire, c'est d'abord le parti du monde du travail. C'est le parti du travail qui défend le travail. Or, aujourd'hui, avec cette Union européenne, celle qu'ils ont construite et que nous voulons changer, mais avec cette Union européenne-là, effectivement, ils ont réussi d'abord à casser le travail tel que nous l'entendons, et ils ont réussi à faire rimer travail avec précarité. Il n'y a jamais eu autant de travailleurs précaires et au sein de l'Union européenne et au sein de notre pays. Les premiers à subir la précarité, ce sont en fait les premières, ce sont les femmes. Dans notre pays, 78% des femmes, 80% des femmes occupent des postes à temps partiel. Ce sont elles qui subissent le plus la précarité, elles qui subissent le plus le temps partiel imposé. Et pour cette raison-là, les femmes dans notre pays sont celles qui ont des salaires beaucoup moins élevés que les hommes. 25%, les femmes ont 25% de salaire en moins à travail égal, et en fin de carrière, elles ont un salaire qui est inférieur de 45% à celui des hommes. C'est pour ça que nous avons mis en tête de nos propositions l'égalité salariale femmes-hommes, et vous pouvez compter sur le Parti communiste pour défendre l'égalité salariale des femmes avec les hommes.
Et c'est une des propositions que nous avons mis dans la liste de nos propositions, c'est de mettre en place au sein de l'Union européenne la clause de l'européenne la plus favorisée, c'est-à-dire de prendre dans les pays de l'Union européenne la proposition la plus favorable aux femmes et de faire en sorte que ces différents droits soient rassemblés et inscrits dans le droit dans tous les pays de l'Union européenne. Quand je dis qu'il faut rimer travail avec précarité, c'est parce que ceux qui subissent aussi le plus la précarité sont bien souvent les jeunes, nos jeunes. Ils ont annoncé il y a quelques jours des chiffres de Pôle emploi, les chiffres de Pôle emploi en baisse encore une fois. Et nous aurions dans notre pays un taux de chômage le plus bas depuis 10 ans. Ils savent faire parler les chiffres, mais nous aussi. Et d'ailleurs, quand j'entends les chiffres qu'il y a ici dans le Var, les chiffres du chômage, vous savez ce que c'est. Quand on vous dit que le chômage n'a jamais été aussi bas, quand même vous tiquez un peu. Et vous avez raison, parce qu'en fait, les chiffres du chômage, quand ils baissent d'abord parce que de plus en plus de sans-emploi sont aujourd'hui radiés de Pôle emploi. Tellement ils ont rendu les démarches à Pôle emploi extrêmement difficiles et tout doit passer par Internet. Vous ne répondez pas à 2 mails, vous êtes radiés. C'est la raison pour laquelle nous leur disons ne chassez pas les chômeurs, chassez le chômage. Ça, c'est une politique qu'il faut mettre en œuvre. Et donc les chiffres du chômage baissent d'abord parce que beaucoup sont radiés. Mais ils baissent aussi parce que de plus en plus de salariés ont des contrats précaires et de plus en plus même des contrats ubérisés. Les contrats Uber, c'est ceux que l'on trouve avec les salariés, ceux qui travaillent pour les taxis, que vous connaissez, mais pas que. Vous avez de plus en plus ceux qui sont livreurs de plats à vélo et qui sont payés au coup de pédale. Et vous avez de plus en plus des salariés à qui on demande aujourd'hui d'avoir des contrats d'auto-entrepreneurs et de se vendre à ce titre à des entreprises dans différents services et y compris maintenant dans des grandes entreprises. À tel point que demain, dans notre société, les entreprises n'embaucheront pas des salariés en CDI avec un contrat de travail et des cotisations sociales qui servent à financer la sécurité sociale, la retraite, la santé, le chômage. Mais ils feront travailler des auto-entrepreneurs et demanderont aux salariés d'avoir tous un contrat d'auto-entrepreneur. Ça se développe de plus en plus et cette société-là, nous n'en voulons pas, puisque ces salariés-là qui sont auto-entrepreneurs ubérisés ne cotisent pas. Quand ils sont malades, ils ne sont pas payés, ils n'ont pas le droit au congé, ils sont payés à la tâche. C'est un recul en arrière, un recul de civilisation comme jamais on en a eu dans notre pays. Les livreurs, Deliveroo, les chauffeurs Uber, les auto-entrepreneurs, c'est un vrai bonheur pour les exploiteurs, mais c'est l'enfer des travailleurs. Ils ont même inventé, et il y en a beaucoup dans mon département très industriel, je ne sais pas si vous en avez ici, ils ont inventé le CDI-I. Vous connaissez le CDI-I? Alors le CDI-I, c'est le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire. Incroyable. Ça veut dire, mais c'est vrai, c'est comme un contrat de mariage en CDD. C'est la même. Ils font ça dans l'industrie, c'est-à-dire que des sociétés intérimaires embauchent des hommes, des femmes, souvent des jeunes, et c'est des jeunes qui acceptent d'être exploités à ce point, malheureusement. On leur demande d'avoir au moins 4 compétences, de pouvoir pratiquer 4 métiers différents, et ils les déplacent dans les entreprises en fonction des besoins. Ils doivent être disponibles la veille pour le lendemain. On peut les appeler à 22 h le soir pour être employés à 8 h le matin. Eh bien écoutez, moi je leur tire mon chapeau à tous ces jeunes qui travaillent. La classe ouvrière du 21e siècle, c'est aussi eux. Eh bien nous ne voulons pas faire rimer travail avec précarité. On veut faire rimer travail avec sécurité et avec dignité. Et alors, sur le travail, ils ont réussi à faire rimer travail avec pauvreté.
Et ici, comme dans le Nord et comme dans toute la France, on trouve de plus en plus des travailleurs pauvres. On parle dans la presse de travailleurs pauvres. Ça existe aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'on a intégré dans notre langage et dans les statistiques des hommes et des femmes qui ont un salaire, un contrat de travail et qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et dans le dernier observatoire sur les inégalités qui a publié son rapport le 14 mai dernier, ils annoncent en France, puisque maintenant c'est dans les statistiques, 1 million de travailleurs pauvres, 1 million d'hommes et de femmes qui ont un emploi et qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est absolument insupportable et j'en profite pour dire que cette situation n'est forcément pas juste et c'est pourquoi nous demandons d'augmenter le SMIC au minimum de 200 € net par mois, parce que quand on vit au SMIC aujourd'hui avec 1 200 € net, on ne peut pas vivre dignement. C'est valable dans le secteur privé, mais c'est valable dans le secteur public, et je pense notamment aux fonctionnaires, aux agents des catégories C qui travaillent pour l'État, qui travaillent pour la fonction publique hospitalière ou qui travaillent dans les collectivités territoriales. On ne peut pas vivre avec 1 200 € net par mois quand on a des enfants, quand on veut les éduquer convenablement, quand on veut leur donner accès aux loisirs, au sport, à la culture, avoir une nourriture saine, et il faut manger bio, et c'est vrai qu'il faut manger bio, mais ça coûte cher. Eh bien, pour élever correctement ses enfants, il faut avoir un salaire digne. Et donc, notre revendication, c'est le SMIC à 1 400 € net et pas en dessous. Et nous demandons, de la même manière, qu'il n'y ait plus une seule pension dans notre pays inférieure au SMIC. Et à ce niveau-là, du SMIC. Car s'il y a bien une catégorie de la population en France qui a été particulièrement saignée par la politique d'Emmanuel Macron et de sa majorité, c'est bien nos retraités. 16 millions de retraités dans notre pays qui ont perdu de l'argent. On n'avait jamais vu ça. Ces dernières années, sous les précédents gouvernements Sarkozy et Hollande, il y avait déjà eu des mesures contre les retraités. D'abord, ils ont dû travailler, cotiser plus longtemps pour avoir droit à une pension à peu près correcte. On leur a supprimé la demi-part, ceux qui sont concernés. On leur a ajouté une taxe sur la dépendance, la taxe CASA. On a gelé les pensions. Mais alors là, c'est le pompon. Lui, il a carrément augmenté la CSG et donc ponctionné les pensions. Et donc, on rencontre des retraités qui ont perdu entre 20 à 80 € par mois. Enfin, c'est insupportable. La pension des retraités, c'est leur dû. Ils ont cotisé pour ça. Vous avez cotisé pour ça. On n'a pas le droit de prendre les pensions des retraités. Nous nous battrons pour rendre les pensions des retraités et de les amener au niveau du SMIC que nous voulons, à 1 400 € net par mois. C'est le minimum que l'on doit à ceux qui ont travaillé toute une vie. Ces questions-là, ce sont des questions de justice sociale, qui ont été portées d'ailleurs beaucoup par les Gilets jaunes, avec raison, et que nous avons soutenu et retrouvé. Et puis il y a les questions de justice fiscale qui sont montées. Parce qu'on dit, nous, qu'il faut répondre aux besoins, il faut que l'État dépense plus, mais pour ça, il faut qu'il y ait plus d'argent dans l'État. Et c'est l'impôt qui sert à ça. Or, qu'a fait ce gouvernement? Lui, il a entendu justice fiscale, et donc il répond, ben, on va baisser l'impôt des plus riches. Et c'est ce qu'il a fait. Il a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, et il a supprimé les taxes qu'il y avait sur les dividendes, sur le capital, etc., etc. Ça fait un peu plus de 10 milliards d'euros quand même en moins dans le budget de l'État. Et c'est à cause de ce trou dans le budget de l'État qu'ils ont taxé les retraités, qu'ils tapent sur les hôpitaux publics, qu'ils tapent sur l'enseignement public, qu'ils tapent sur le logement social, etc., etc. Donc nous disons, et nous répondons, la justice fiscale, ce n'est pas moins d'impôts, en tout cas pas moins d'impôts pour les riches. Quand le gouvernement propose moins d'impôts pour les classes moyennes, en baissant les 2 premières tranches de l'impôt sur le revenu, tant mieux, et c'est bien, pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu sur ces 2 premières tranches. Nous l'avons proposé nous-mêmes. Mais on n'a pas proposé que ça. On a proposé d'augmenter en même temps l'impôt des tranches les plus supérieures. Parce que si on ne baisse que l'impôt
des classes moyennes, sans augmenter l'impôt des plus riches, sans rétablir l'ISF, qui va payer le trou dans le budget de l'État? Et donc, les classes moyennes, je pense aux couples qui travaillent tous les deux, qui ont un enfant, et qui va être content, là, de payer moins d'impôts, et je le comprends. Mais si demain, il n'y a plus de place en crèche parce qu'on a fermé la crèche, si le ticket de la cantine, il est multiplié par 2, si la maternité, elle ferme, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais ça ne va pas aller. Ce qu'on nous donne d'un côté, on nous le reprend de l'autre. Et c'est contre ça que l'on doit se battre. On doit se battre pour le juste impôt, et que tout le monde paye le juste impôt. Et sur ce sujet, nous demandons, avec d'autres d'ailleurs, d'autres forces politiques de gauche, et là-dessus à gauche, on est tous d'accord, le rétablissement de l'ISF, mais aussi de se battre correctement contre l'évasion fiscale. Et voilà un sujet qui nous préoccupe beaucoup, nous, et sur lequel les députés, les sénateurs communistes, les communistes sont quand même très à la pointe, c'est le combat contre l'évasion fiscale. Pour l'illustrer, je voudrais vous raconter cette anecdote. C'est celle que nous avons vécue auprès de l'entreprise Google. Vous avez dû entendre en début d'année que l'entreprise Google a réussi à planquer aux Bermudes 19,4 milliards d'euros de bénéfices. 19,4 milliards d'euros. Pas une paille quand même. Et ils sont passés, pour les planquer là-bas, ils sont passés par l'Irlande et les Pays-Bas. 2 pays de l'Union européenne, qui sont des pays qui pratiquent l'optimisation fiscale. La différence entre l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale, elle se juge dans l'épaisseur d'un mur de prison. Hein, parce qu'il y en a un qui est strictement interdit, l'autre il n'est pas interdit, mais c'est limite. L'Irlande et les Pays-Bas font de l'optimisation fiscale. Alors les Bermudes, ils ont planqué leurs sous d'abord en Irlande, ensuite aux Pays-Bas, ils baladent, et des Pays-Bas ça part aux Bermudes et ils payent 0% d'impôts. Entre nous, les PME, les artisans, ils payent entre 15 à 22% d'impôts. Et ces grandes multinationales qui font beaucoup de bénéfices, grâce à ces schémas d'optimisation fiscale, ils payent entre 5 à 9% d'impôts. C'est absolument scandaleux. C'est pas possible. On va voir Google en début d'année. Donc on leur dit quand même, j'étais accompagné de Pierre Laurent, délégation, Yann Brossin, délégation de députés et de sénateurs, communistes. Et donc on dit au patron de Google, quand même, vous charriez quand même. 19,4 milliards d'euros que vous avez planqués là-bas, alors qu'on a besoin de sous pour nos hôpitaux, pour nos écoles. Alors le patron, il me dit, bah oui, mais si vous voulez qu'on paye nos impôts en France, sur Roussel, vous n'avez qu'à faire une loi qui nous oblige de les payer en France. C'est parce qu'il n'y a pas de loi qui nous fait ça. Donc nous, on le fait. Filou quand même, les mecs. Hein. C'est la raison pour laquelle, 15 jours après, j'ai déposé un texte de loi à l'Assemblée nationale pour le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales. Ils ont réussi à le faire pour les contribuables, et bien qu'ils le fassent pour les multinationales. Quand même. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que le patron de Google, il nous dit après, il nous dit, mais vous savez, bon, c'est vrai qu'on fait un peu d'optimisation fiscale. Mais ici, il y a 1000 salariés, il y a 200 ingénieurs, on fait beaucoup de recherche à Google. Et on pourrait demander le crédit impôt recherche, qui est une autre niche fiscale, mais on vous rassure sur Roussel, on ne le demande pas. Vu ce qu'on fait, on ne le demande pas. Heureusement. Et là, il nous dit, les yeux dans les yeux, devant témoins, par contre, si vous pouviez faire quelque chose, parce que le CICE, on n'aimerait pas le toucher, mais il nous est versé automatiquement. Non mais c'est pas scandaleux, franchement. Eh bien nous, on dit que les PME, les artisans qui payent leur impôt plus que eux, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que nous disons que les gros payent gros et que les petits payent petits. Quand je dis que les gros payent gros, je ne parle pas de la taille des gens, hein, je parle des entreprises, vous avez bien compris, pas d'ostracisme envers quiconque. Hein. Cet argent de l'évasion fiscale, il doit servir à répondre aux besoins de notre pays, des gens, de nos concitoyens, de nos services publics, mais c'est aussi avec cet argent que l'on peut relever le défi climatique. Parce que aujourd'hui, tout le monde parle d'écologie. Tout le monde est vert. Mais c'est pas parce qu'on repeint son discours en vert qu'on devient écologique. C'est pas parce qu'on dit qu'on va créer une banque pour le climat et qu'on repeint les façades des banques en vert
que les banques vont faire de l'écologie. Hein. On n'a jamais vu ça. Hein. Une banque qui vous prête de l'argent à taux zéro, pour quoi que ce soit, ça n'existe pas dans leur monde à eux. Avec ces traités européens, ça ne marche pas. Ceux qui disent que l'avenir c'est le capitalisme vert, nous on dit le capitalisme vert ça ne marchera pas. Et le problème, c'est pas le vert, c'est le capitalisme. Et donc on ne fera pas d'écologie sans sortir du capitalisme. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que nous disons que la Banque Centrale Européenne, qui est la planche à billets de l'Union Européenne, totalement indépendante du Parlement, ce qui est totalement scandaleux, au lieu qu'elle prête aux banques à taux zéro, et que les banques prêtent ensuite avec des taux élevés aux États ou aux entreprises, quand elles prêtent aux entreprises, eh bien nous disons la Banque Centrale Européenne doit prêter à taux zéro, directement aux États, et pour financer tous les projets qui relèvent du climat et des services publics. Parce que pour nous, relever le défi climatique, transition écologique et services publics, ça va de pair. Bien sûr que ça va de pair. Il y a un exemple très frappant, c'est celui sur lequel nous sommes allés avec Yann Brossat, c'est ce qui se passe en ce moment à Rungis, avec la ferme, c'est pas mon portable, hein, avec la fermeture de la ligne Rungis-Perpignan-Saint-Charles. Vous avez entendu parler de ça? Le train des primeurs, il transporte 6 jours sur 7, tous les jours, des milliers et des milliers de tonnes de fruits et de légumes. 130 000 tonnes par an. Il part tard le soir, il arrive dans la nuit à Rungis. Et ça fait des années que ça dure. Ils ont annoncé qu'ils envisageaient de fermer cette ligne pour la fin d'année. Alors là, la ministre vient de surseoir à la décision pour prendre la décision à la rentrée. Nous, on connaît le manège, hein, c'est parce qu'il y a les élections européennes et ils veulent passer au-dessus. Donc on ne va pas lâcher le morceau. Mais les conséquences de la fermeture de cette ligne, c'est qu'il va y avoir, s'il la ferme, et on va tout faire pour qu'il ne la ferme pas. On est mobilisé avec les cheminots, la CGT, les élus communistes du département, de la région, etc. C'est 80 camions en plus sur la route. Donc le fret ferroviaire, ils l'ont cassé. Et nous disons, nous, que la première mesure à mettre en œuvre pour relever le défi écologique, c'est de doubler la part du fret dans le transport des marchandises. Et par cet exemple du train des primeurs, c'est très concret. Non seulement il faut le maintenir, mais il faut le doubler comme il l'était jusqu'en 2014, et il faut même l'étendre jusqu'à Barcelone. C'est ça l'avenir, doubler la part du fret dans le transport des marchandises dans notre pays, avoir un véritable service public des transports des marchandises et des voyageurs tant qu'on peut. Sur l'alimentation, c'est pareil. J'ai appris récemment que 30% des poulets que nous mangeons en France sont importés du Brésil. Voilà. Pourquoi? On n'est pas capable de faire des poulets dans notre pays? Les poules du Brésil sont meilleures, elles ont plus de plumes que les poules françaises? Ben non. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous disons que les traités de libre-échange avec ces pays, le Mercosur, l'Amérique latine ou d'autres, nous n'y sommes pas favorables, nous n'en voulons pas. Nous voulons produire local, consommer local, produire en France ce que nous avons en France. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le climat, et c'est ça que nous devons mettre au cœur de notre combat. Et c'est comme ça que je dis que nous devons être écologistes sans complexe. Nous sommes écolo coco, voire nous sommes bolcheviques. Sans complexe, mes camarades. On ne va pas nous apprendre à faire de l'écologie, nous. Hein. L'Europe de la paix. Ça a été dit tout à l'heure par Sandrine. L'Europe de la paix et de la dignité humaine. C'est un sujet. L'Europe de la paix, c'est un sujet parce qu'il n'y a jamais eu autant de guerres dans le monde que ces dernières années. Jamais autant de conflits qui ont été réglés, et encore, ils ne sont même pas réglés à coups de bombes.
Jamais autant de murs qui ont été édifiés entre les pays. Jamais autant de frontières qui se sont fermées, voire reconstruites entre les pays. Jamais autant d'armes vendues dans le monde que ces dernières années. Et la France est un des plus grands exportateurs d'armes au monde. Et c'est vrai que ce que nous faisons avec l'Arabie Saoudite est scandaleux. Et tu as eu raison de souligner la solidarité des dockers du Havre. Jamais autant de guerres, jamais autant de murs, jamais autant d'armes vendues, jamais autant de conflits. Et il y a eu donc jamais autant de réfugiés, d'hommes et de femmes qui ont fui leur pays. Les chiffres sont parlants. En 2005, 19 millions d'hommes et de femmes ont fui leur pays. 13 ans après, 68 millions. Ce sont les chiffres du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés. On est passé de 19 millions d'hommes et de femmes qui fuient leur pays à 68 millions. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de drame humain? Et nous, la France, l'Europe, la réponse à cet exode massif, et les gens qui fuient leur pays ne fuient pas leur pays pour faire du tourisme à Saint-Tropez dans le Var. Ça se saurait. Quand ils fuient leur pays, ils savent qu'en traversant la Méditerranée, ils risquent leur vie, et plus de 2500 d'entre eux sont morts l'année dernière en Méditerranée. Donc, vous voyez bien que face à cet afflux massif d'hommes et de femmes qui fuient leur pays, fermer les frontières ne servira à rien. Ils feront tout pour les passer. Tout. Notre combat à nous, communistes, humanistes, c'est de se battre pour la paix, de se battre pour le désarmement, de se battre pour régler les conflits autrement que par les armes et par les bombes, de créer les conditions du développement dans ces pays qui souffrent de la misère au lieu de piller leurs richesses. C'est ça notre combat. Et en attendant, d'accueillir les réfugiés quand ils arrivent aux portes de la France. Être humain avec les êtres humains. C'est le minimum que l'on doit faire. Le minimum. Alors, je sais bien, on nous dit, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais quelle responsabilité on a vis-à-vis de la misère dont nous sommes responsables? Quand j'entends que nous allons, le gouvernement, les Américains, l'OTAN, nous demandent de passer à 2% notre budget de la défense, 2% de notre PIB consacré à la défense et à l'armement. Enfin, forcément, plus on va construire de bombes, plus on va aller en lâcher, plus il y aura de conflits. Cette politique du désarmement doit être une politique que le Parti communiste doit mener et mettre en tête de ses priorités. Et je vais même vous donner un chiffre, moi, qui nous affole encore plus à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il n'est pas connu, ce chiffre. Mais dans le budget qu'ils nous ont fait voter jusqu'en 2025, c'est la loi de programmation militaire. Le budget, jusqu'en 2025, la France va consacrer 250 milliards d'euros à l'armement. Alors dedans, il y a des dépenses qui sont utiles. Et nous ne sommes pas contre l'armée. Nous sommes pour une armée qui protège les frontières, qui protège ses concitoyens, qui intervient comme l'ont fait les soldats pour aller libérer des otages, et nous leur rendons hommage, et nous saluons leur bravoure. Nous sommes pour une armée qui défende le peuple, qui défende la nation et tous ses concitoyens, et avec les armements qu'il faut. Mais dans ce budget, ils ont prévu d'augmenter de 30% le budget consacré à la modernisation de l'arme nucléaire. C'est 19 milliards d'euros en plus, et nous avons calculé avec Jean-Paul Lecoq, le député du Havre, qui est spécialiste de cette question, ils vont consacrer, nous consacrons aujourd'hui, depuis le 1er janvier, 14 millions d'euros par jour pour moderniser l'arme nucléaire. 14 millions d'euros par jour, c'est le coût d'un hôpital, c'est le coût d'un collège. Est-ce qu'on a besoin d'armes nucléaires plus modernes, plus fortes? Ils nous font rire, nous, hein, de parler d'écologie, de sauver la planète, et que la planète, elle peut mourir à cause du réchauffement climatique. Mais d'un coup de bouton, elle va réchauffer la planète. Hein. Elle peut exploser, la planète. Donc quand on est écologiste, on se bat aussi pour ça, pour le désarmement nucléaire. Et c'est le combat que nous voulons mener, et nous demander que la France ratifie le traité de non-prolifération des armes nucléaires, comme l'ont fait 160 pays.
survie. Nous sommes à 6 jours de ce premier tour. Nous avons des sujets qui nous préoccupent beaucoup et des propositions. Nous avons parlé de pouvoir d'achat, nous avons parlé d'évasion fiscale, nous avons parlé de services publics. En parlant de services publics, en ce moment, ils sont en train de débattre, et cette nuit, ils vont débattre de la fonction publique. Et ils sont en train de casser la fonction publique. Sincèrement. Ils vont casser le statut et ils vont créer les conditions que petit à petit, les fonctionnaires soient remplacés par des contrats de droit privé. C'est une vraie menace sur notre République. Cette fonction publique, qui a été restaurée en 1945 par Maurice Thorez dans le gouvernement du général de Gaulle, et nous sommes fiers d'avoir participé à ce gouvernement qui a reconstruit la France, la fonction publique, c'est la continuité de l'État quand même. C'est la garantie que quand un gouvernement change de couleur, et qu'on passe de la gauche à la droite, qu'il reste des fonctionnaires qui seront garants de la continuité territoriale, de la continuité de l'État et de la République. Merci. Moi, je bois après. Et que de la bière. Je suis mineur. Non, merci, je vais boire quand même. Mais ils sont en train de casser le statut de la fonction publique. Et quand je vois en plus les affaires qu'il y a avec des élus véreux, et il paraît que vous dans le Var, c'est quand même pas mal. À droite et à l'extrême droite, ils sont plutôt... C'est un sport national, hein. C'est à celui qui a le plus de gamelles au cul. Hein. Ils me font penser un petit peu aux Balkany. Les Balkany, champions du monde hein, quand même. 5 chefs d'accusation pour fraude fiscale. Hein. Eux, c'est leur villa qu'ils ont essayé de balayer des radars du fisc. Et madame a même planqué ses bijoux de famille. Ses bijoux, pour pas payer d'impôt dessus, il faut le faire quand même. Hein. Ils n'ont plus une casserole au cul, c'est une batterie de cuisine, dis donc. Mais la fonction publique, elle sert justement à éviter ce genre de magouille. Hein. Parce que quand il y a des appels d'offres de passer dans une commune, il y a des fonctionnaires à chaque fois à côté des élus. Et les fonctionnaires sont garants de ce qui se passe dans un appel d'offres. Pour faire gaffe qu'il n'y ait pas d'entente illicite, de magouille et compagnie. Ça sert à ça. Et puis je vois ici, quand j'entends parler du statut de ceux qui travaillent à l'Arsenal, qui est un statut qui a été défendu par un député communiste d'ici, en 1936, Jean Bartolini. Ce statut, il compte pour les ouvriers, pour les salariés de l'Arsenal. Et ils sont en train de le remettre en cause en embauchant à tire-larigot des contrats à durée déterminée et hors statut. Or, vous me l'avez expliqué tout à l'heure, quand un ouvrier est embauché au statut ici à l'Arsenal, il gagne 1 000 € de plus qu'un autre salarié. Enfin, ça compte. Nous, ce que l'on demande, c'est d'harmoniser par le haut la fonction publique. Et ce que l'on demande, c'est que les fonctionnaires de catégorie C aient un salaire du même niveau que les salariés de l'Arsenal. Voilà ce que nous voulons. Au moins. Cette élection, elle a lieu donc dans 6 jours. Et nous devons tout faire pour déjouer le scénario qu'ils sont en train d'écrire. Et le scénario qu'ils sont en train d'écrire, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus fort taux d'abstention possible. C'est voulu. Quand ils vous disent, à longueur d'antenne, qu'il y a un match qui est en train de se jouer, à savoir qui, de Marine Le Pen ou de Macron, va gagner, c'est honteux. C'est pas... D'abord, ce match-là, on s'en fout. Que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, ça ne changera rien. Et nous, on ne veut ni de l'un ni de l'autre. Voilà, comme ça, c'est réglé. Mais en faisant ça, c'est comme s'ils nous faisaient rejouer le second tour de l'élection présidentielle. Et de ça, on ne veut pas. On en a marre, nous, de ne plus pouvoir voter pour nos idées comme au second tour de l'élection présidentielle. On veut voter pour nos idées, celles pour lesquelles on est le plus proche. Or, cette élection européenne, c'est une élection à un tour. Il n'y a pas de match à savoir qui va gagner de Macron ou de Le Pen.
on peut voter pour ses idées. Il y a un tour et il y a autant de listes qu'il y a d'idées. Il y a 34 listes. Il ne faut pas tomber dans le panneau, hein. Il y a 34 panneaux dans chaque mairie. Donc il y a le choix quand même. Chacun va pouvoir trouver son bonheur et doit pouvoir aller voter. Eux, ils vont tout faire pour que les Français n'aillent pas voter. Et on comprend bien. Les riches sont minoritaires en nombre dans le pays. Ils ne sont pas nombreux, les riches. L'impôt de solidarité sur la fortune, il était, parce qu'il n'est plus payé, il était payé par 358 000 familles, foyers, contribuables. 358 000 contribuables. Leur patrimoine, il est de 1028 milliards d'euros pour 358 000 familles. 1028 milliards d'euros. Je peux vous dire que eux, ils vont tous aller voter pour Macron. Tous. Parce qu'ils ne voudraient surtout pas que ça change et qu'on leur remette l'impôt de solidarité sur la fortune. Donc 100% des plus riches, 100% des banquiers, 100% de ceux qui payaient l'ISF vont voter Macron. Ou Le Pen. Ou les Républicains même. Parce que ceux-là, ils ne sont pas pour l'ISF. Ils ne sont pas pour le remettre l'ISF. En revanche, 60% des ouvriers pensent ne pas aller voter. 60% des ouvriers ne vont pas aller voter. Et c'est bien ça qui est dramatique. Et là, je vous parle en pourcentage. Je vous dis 60%, c'est beaucoup. Mais en chiffres. Macron et Le Pen, quand on vous dit qu'ils vont faire 20-22%, ils vont faire chacun 4 millions de voix. 4 millions de voix. Vous savez combien il y a d'abstention en nombre de voix? 26 millions. Alors ils nous font un match à savoir qui va faire 4 millions 2, 4 millions 3, comme si c'était ça l'enjeu, alors qu'il y a 26 millions de Français qui n'iraient pas voter, qu'il faut convaincre d'aller voter, et si rien que la moitié d'entre eux allaient voter, et qu'ils votaient pour les listes de gauche, voire pour le Parti communiste français, mais on peut passer devant presque. On ne va pas passer devant tout de suite. Mais un jour, ça va arriver. L'objectif, c'est de faire prendre conscience au peuple qu'il est le nombre, que la force, c'est nous, et le jour où nous prendrons conscience, que le peuple prendra conscience qu'il a la force, qu'il est majoritaire, qu'il est le nombre, alors nous vaincrons et nous gagnerons. C'est ça notre objectif. C'est pour ça que dans cette élection, bon, si nous pouvions convaincre la moitié des 26 millions d'abstentionnistes, en fait 13. Pour nous, bon, ce serait... Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Mais, nous nous adressons aujourd'hui aux électeurs en colère, qui veulent que ça change. Nous nous adressons aux électeurs qui ont pu voter à gauche et qui ont été extrêmement déçus par les politiques menées ces dernières années. Et comment on les comprend? Ceux qui ont cru dans le gouvernement de François Hollande, qui l'ont amené au pouvoir et qui lui ont donné une majorité. Celui qui avait dit « mon ennemi c'est la finance » et qui a tourné le dos à cet engagement et qui a collaboré avec la finance au final. Tous ces électeurs-là ont été très déçus, y compris des députés socialistes qui ont été élus à cette époque-là et qui ont mené la fronde contre le gouvernement Hollande. Et certains d'entre eux aujourd'hui soutiennent la liste que nous faisons à cette élection européenne et appellent à voter pour nous. Parce que ça bouge à gauche. Parce qu'ils se disent bien que la gauche aujourd'hui, elle a besoin de se reconstruire. On ne peut pas tirer un trait dessus. Si on tire un trait dessus, on leur laisse le pouvoir. On ne veut pas avoir à départager entre les libéraux et les fachos, libéraux aussi. Nous espérons qu'il y aura demain une gauche de combat, une gauche sincère, une gauche qui ne trahira pas ses engagements, une gauche qui mettra au cœur de son combat la hausse du SMIC, la hausse des pensions, un plan pour nos hôpitaux, un plan pour notre école, qui s'attaquera à l'évasion fiscale. Nous croyons, nous, encore à cette gauche. Et ce que nous disons, c'est que cette gauche, elle n'a pas la même couleur quand le Parti communiste est fort que quand le Parti communiste disparaît. Et c'est pour ça qu'il faut un Parti communiste
dans notre pays. Et c'est comme ça que j'ai dit un jour sur France Inter, oui, le Parti communiste est de retour. PCF is back. Et ils vont s'accrocher, ceux qui veulent nous railler d'un trait de plume. On est de retour, et pour longtemps. Mais quand je dis PCF is back, c'est aux élections nationales. Parce que je sais tout le combat, tous les combats que mènent les militants communistes, les élus communistes localement, les combats qu'ils mènent au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen quand ils sont élus. Je sais le combat que mènent les élus communistes ici pour défendre les maternités qui sont menacées, pour soutenir les hospitaliers qui ont défendu leurs services d'urgence et leurs conditions de travail. Je sais le combat que nous menons pour la solidarité, pour la dignité humaine. Et donc ce que je dis, c'est que le Parti communiste français est de retour pour montrer nationalement les combats que nous menons localement. C'est ça que nous voulons faire. Nous voulons redonner de la force, redonner de l'espoir à gauche. Et dès les élections passées, quel que soit le résultat que nous aurons dimanche soir, eh bien lundi matin, nous lancerons un appel à gauche pour redonner de l'espoir à gauche et faire en sorte que demain, nous réussirons et à battre la droite et à battre l'extrême droite et redonner une grande ambition à notre pays et aux Français. Alors, il nous reste 6 jours. Enfin, nous sommes payés de tout ce que nous avons fait pour la campagne depuis ces dernières semaines et les sondages nous mettent proche de 5%. Enfin. Même les Échos aujourd'hui. Les Échos, c'est pas l'humain. Ils nous mettent à 4%. Ils nous mettaient à 2% avant. On ne fait que progresser. Et c'est important parce que Macron, c'est horrible ce qu'il a fait, antidémocratique. Il a instauré un seuil de 5% en dessous duquel aucune liste n'a des élus. Ça n'existe dans aucun autre pays de l'Union européenne. Il l'a fait que pour la France. Ça n'existe que chez nous. Tout ça, nous ont-ils expliqué pour empêcher les petites listes de se présenter. Bonjour, 34 listes. Il n'empêche que ce seuil existe. Alors, maintenant que nous sommes à la porte de ces 5%, de ce seuil fatidique, eh bien, j'invite les indécis à réfléchir. Et si vous êtes convaincus, prenez cet argument. Si quelqu'un hésite à voter entre 2 listes de gauche, une liste qui serait à 8%, je ne donne pas de nom, ou nous, eh bien voter pour une liste qui est à 8%, c'est lui permettre peut-être de faire 9% et d'avoir un député de plus. Mais nous faire passer, voter pour notre liste et nous faire passer de 4 à 5%, c'est pas avoir un député de plus, c'est en avoir 5 de plus. Vous en aurez 5 pour le prix d'un en votant pour Yann Brossat, en votant communiste, alors allez-y, les 5%, on va aller les chercher avec les dents. Et alors, d'ici dimanche, je sais bien qu'Anaïs a dit que vous deviez convaincre 3 personnes. Anaïs, on va essayer d'être un peu plus ambitieux. 10 personnes. 10 personnes. Et vous allez voir, c'est possible. Vous allez prendre une petite feuille et vous allez vraiment écrire 10 noms. Pas les noms de ceux qui sont à côté de vous ici, c'est trop facile. J'en connais qui font ça. À ma section à Saint-Armand, je dis, trop facile. Mais si vous y réfléchissez, et que vous allez chercher, vous pensez à vos enfants déjà. C'est la fête des mères dimanche. Hein? Donc vous leur savez pas manger s'ils n'ont pas allé à voter. D'abord voter, après manger. Vous pensez à vos enfants, vos petits-enfants, les tontons, les tatas, la famille, les collègues, les voisins, ceux avec qui vous allez prendre l'apéro, ceux que vous croisez avec qui vous faites du sport. Vous
trouver 10 noms. Et ces 10 noms, vous allez aller les voir. Vous allez leur téléphoner, vous allez leur parler. Faites pas ça par Internet. Internet, c'est l'horreur. N'utilisons plus Internet. Ça, c'est insupportable. C'est trop facile. On clique le programme, on clique les idées, on clique les clips et tout ça. Non. Il faut parler. Soyons humains. Et c'est comme ça qu'on va les convaincre. Les yeux dans les yeux, au corps à corps. Allez prendre l'apéro chez eux. Faites pas 10 apéros dans la journée, vous allez être fatigué le soir. Vous les répartissez dans les 6 jours qui viennent. Et vous allez entretenir ces personnes. C'est-à-dire vous allez les appeler une fois, vous allez bien voir. Si ça marche du premier coup, c'est réglé. Une autre personne qui doute, vous la rappelez le lendemain. Vous répondez à ses questions. Vous allez chercher des arguments. Et un à un, vous allez les convaincre. Et vous ne convaincrez pas les 10. Mais vous en convaincrez peut-être 6, 7, 8. Et le jour du vote, vous les rappelez. Peut-être même qu'on vous invitera à aller chercher ou l'un ou l'autre. Et c'est comme ça que nous pourrons nous démultiplier. Mes camarades, si on fait ce travail rigoureux, fin, patient, déterminé, le 26 mai prochain, nous allons créer la surprise. Et moi, je vous le dis, ils seront verts de rage et nous, on sera rouges de bonheur. Je vous remercie.